Je vous remercie, Père. Bien, je suis très heureux de pouvoir donner cette conférence ici ce soir. Je dirais, il y en a pas mal, je ne sais pas combien, qui m'ont déjà entendu. Mais alors, sur cette question, je dirais comme pour les procès, quand on amène une cause nouvelle, le procès peut être révisé. Alors ici, il y a quelques éléments nouveaux par rapport à la fois où je l'ai donné dans l'école, mais pas... Et même quand je l'ai donné cette conférence, mais pas encore améliorée, à la Société asiatique à Paris, puis à d'autres endroits. Donc je serai obligé d'aller un peu vite, parce que mon grand souci pour cette conférence, ça a été surtout d'aller vite, de passer, que vous ayez tous les éléments, mais je ne pourrai pas m'arrêter longuement dans des explications de toute manière. Comme vous le savez, il y a un article qui a été publié, que j'ai publié dans les mélanges offerts au Père Puech, au révérend Père Puech. Et donc là, il y a l'essentiel. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau dans cette présentation ce soir, que j'ai travaillé beaucoup pour vous la rendre plus agréable, parce que ces questions mathématiques ne sont pas forcément agréables, et de trouver des images de représentation. L'idée qui est derrière, la première fois j'avais présenté le cadran solaire, ce cadre, ce disque de pierre qu'a découvert le père Devaux, 54. Mais depuis, d'autres éléments se sont greffés, et ces autres éléments, c'est la question des clepsydres, je vous en dirai un mot et je vous les montrerai, ou ce sont des clepsydres à sable, ou si vous voulez les appeler des sabliers, ce sera plus juste. Et puis, troisièmement, ce qui apparaît dans les textes de Qumran, je ne suis pas un spécialiste de Qumran, mais j'ai pu travailler sur le livre d'Enoch en particulier. Et donc, ce qu'on appelle les Mishmarot, c'est toutes sortes de calculs astronomiques. Et donc, pour moi, ce qui sera l'objet de cette conférence, et je la clôturerai comme ça, c'est de dire qu'est-ce qui peut lier, en quelque sorte, qu'est-ce qui peut lier ce disque de pierre, qu'est-ce qui peut lier ces 4 jarres à bec d'écoulement, tels que les appelait le père Devaux, et qu'est-ce qui peut lier tous ces calculs que nous trouvons, comme par exemple à Qumran, avec en particulier le professeur Bendorf, a beaucoup travaillé ces mouvements de la Lune. Voilà, cela étant, je commence par vous montrer, donc, avancer. Donc ici, vous avez ce disque de pierre qui est découvert par le père Roland Devaux en 54 sur le site de Qumran. Il marque dans les fouilles un disque de pierre. Je vous montre tout de suite, parce qu'avant, je ne faisais pas comme ça et j'ai eu beaucoup de déboires. Je vous montre tout de suite le principe astronomique. Parce que autrefois, je commençais par expliquer longuement le cadran, on ne voyait pas trop à quoi ça menait, et à la fin, je sortais les éléments astronomiques en disant, voilà, mais vous savez, ce n'est pas de l'astronomie des galaxies, hein, c'est de l'astronomie que les premiers hommes savaient faire fonctionner dans les cavernes. Donc, ce qu'il faut savoir, vous avez 2 mouvements qu'il faut voir. Alors, comment ça marche ça? Voilà. Un mouvement ici, qui est le mouvement journalier du Soleil et qui correspond à la Terre tournant sur elle-même en 24 heures, et donc les heures s'indiquent, et un deuxième mouvement qui est le mouvement du Soleil sur son orbite pendant 1 an, sur une orbite elliptique et inclinée. Ce qui fait que le Soleil est plus haut en été, il est médian à l'équinoxe et il est au solstice d'hiver plus bas. Donc, vous avez les solstices, les équinoxes, l'équinoxe, les 2 équinoxes, les 2 solstices, avec ceci, donc, correspond au mouvement annuel. Ceci correspond au mouvement journalier. Pour vous le faire voir, j'ai créé ceci, vous voyez, voilà donc comment marcherait un bec. Voilà. Voilà l'ombre d'un bec sur un cadran, avec ici, alors comment ça marche ça? Ici, c'est l'ombre la plus courte, c'est l'été, ici c'est l'ombre la plus longue, c'est l'hiver,
Et ici, c'est le solstice, c'est l'équinoxe, comme son nom l'indique, l'égalité de la nuit et de la jour. Donc vous avez bien deux mouvements, rappelez-vous, parce qu'après on n'en reparlera plus. Vous avez ici les heures, et ici vous avez, cette ombre sera plus ou moins longue, selon que l'on se trouve en hiver, en été, ou à l'équinoxe d'automne, par exemple. Voilà. Donc là, vous connaissez donc les lieux où a été découvert le cadran, le disque, c'est à Qumran, et j'ai marqué les longitudes et les latitudes. J'ai quand même pris soin, parce que des fois on m'a dit que c'était trop compliqué, mais voilà voilà, qu'on le sache. Donc ceci correspond à la latitude, ceci à la longitude. Bon, la latitude est facilement mesurable avec un bâton planté dans la terre. La longitude, c'est la distance par rapport au méridien. Est-ce qu'il est marqué ici? Origine. Voilà. Alors nous, vous voyez, on est ici. Soit dit en passant, nous sommes à une latitude approximativement, qui est celle de Qumran, d'Alexandrie, et approximativement celle de Babylone. Voilà le lieu. Voilà le lieu, le locus où ça a été trouvé, le locus 43, et près des lotis 47 et 48, considéré comme l'atelier du potier. Donc on peut dire cela parce qu'en effet, peut-être que cet objet a été fabriqué, je ne sais pas comment on l'a fabriqué, hein, c'est une énigme, ça, comment on l'a gravé, etc. Mais il se trouve près d'un four de potier. Voilà donc la plus belle photo du disque. On en a refait pas mal depuis, hein, on en a fait beaucoup, on en a fait au musée et tout, mais c'est vrai que la photo que j'ai vue la première fois, c'est la photo réalisée à l'époque du père Deveau, où apparaissent, comme vous pouvez le voir, on en parlera, toutes sortes de particularités, vous voyez, de signes, de graduation, de couronnes, plus ou moins larges, on parlera de cela. Et pour aborder cette question, le père Jean-Baptiste m'avait donné à l'époque un moulage. Voilà. C'est sur le moulage que j'ai travaillé. Voilà une photo. Alors ça, c'est des photos faites par Père Jean-Michel. Hein. Vous vous rappelez de la séance Père Jean-Michel et Père Jean-Baptiste? C'est des photos qui ont été faites au musée. Le cadran se trouve, la maquette, une maquette qui est un moulage, se trouve dans la galerie centrale. Quand on va au rouleau d'Isaïe, il y a une petite niche, et là, il y est. Mais là, c'est une représentation. En fait, l'original qui a été photographié par les pères, est dans les cadres. Alors, tout de suite, je vous montre l'arrière du disque de Qumran vu de dos, et je ne fais pas comme les autres fois, je dis tout de suite que derrière, il y a un Aïn, hein. Alors, ceci est du Père Puech, hein, je cite mes sources, autant que je ne suis pas, moi, spécialiste de la lecture des lettres, autant qu'on puisse en juger par une seule lettre incisée au dos du disque, ce tracé du Aïn est certainement antérieur à la fin du siècle avant Jésus-Christ. Il peut être attribué à l'époque hasmonéenne, au début hérodienne, au plus tard. Donc, ce serait le signe du temps. Il y a un temps pour, il y a un temps pour, il y a un temps pour. Le disque vu de profil. Je vous montre sur le profil sur lequel on reviendra. C'est ça. Au début, on avait pensé que c'était une cassure. Ce n'est pas une cassure. C'est pas abîmé. C'est de main d'homme. Vous voyez, la dame qui a fait ça, elle mettait des gants. Je me rappelle de cette séance. Cette photo, alors c'est nous qui l'avons prise. Elle n'a pas été prise par les pères. Elle a été prise par quelqu'un qui était avec moi, et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle montre la concavité du disque. Là, le disque apparaît concave, il a une concavité de 13 degrés 57. Et ce n'est pas neutre, on le dit tout de suite. Vous voyez que si c'est un cadran solaire,
et que je pose tout simplement, que ce soit et que je plante un bâton, les ombres ne pourront pas être représentées comme sur un plan, par des lignes, mais forcément, vous avez une question qui va donner une des figures, ça peut être des hyperboles ou des paraboles, mais comme vous le verrez, c'est deux branches d'hyperboles. C'est ce qui m'a demandé le plus de temps de calculer les ombres sur un cône renversé. Ce ne sont pas des lignes, mais ce sont des hyperboles avec deux branches. Une branche là, une branche là. Je décris la surface pour que vous voyez tout de suite. Donc, il y a deux grandes couronnes ici, comme vous le voyez. Eh bien, là, ce n'est pas très compliqué. C'est du 5 degrés en 5 degrés. Ça correspond, on verra une photo, je vous ai mis ici, parce qu'on ne savait pas ce qu'est l'azimut. L'azimut et la hauteur, c'est pas compliqué, l'azimut, vous vous plantez au milieu du jardin, la hauteur, c'est le zénith, et si vous mesurez, c'est la mesure la plus simple, si vous mesurez à partir du sud l'angle qui fait le tour, comme ça, de la circonférence, eh bien, vous avez l'azimut du soleil. Si vous comptez, par exemple, qu'il est à 40 degrés du plein sud, on dira qu'il est de 40 degrés d'azimut. Et la deuxième valeur, c'est celle-ci, eh bien c'est la hauteur. Vous voyez donc l'azimut et la hauteur. Le soleil est en haut, et puis, donc on peut mesurer par ces deux chiffres sa position locale. Le disque de Qumran est un disque local. Je ne peux pas le faire fonctionner à Paris. Je peux tout juste le faire, je l'ai recalculé sur la Troune, il n'y a pas beaucoup, mais il est local. Ce serait d'autres coordonnées, on ne rentre pas là-dedans ce soir, mais ici ce sont des coordonnées locales, pour quelqu'un planté au milieu du jardin qui a une circonférence autour de lui. Donc les deux lignes rouges, là, sont des graduations de 5 en 5 degrés, espacées, comme je vous l'ai montré, comme ceci, ce qui fait du 2,5 degrés. Ensuite, vous avez une couronne dont ces couronnes sont avec des graduations de 55 degrés. Mais là, vous avez une autre couronne qui nous a demandé beaucoup de travail parce que j'ai fait cela avec un astronome du Pic du Midi qui est mort maintenant, le professeur Nadal, qui était responsable des instruments, justement, au Pic du Midi. Et on a fait, alors là, parce que quand on le voit en détail, il y a beaucoup de cassures. Donc, il a fait tout un travail de statistique qui, dans mon ouvrage, alors dans le livre que j'ai écrit là-dessus, les formules des statistiques sont données. Et en fait, ceci, si vous voulez, même si c'est tordu, ce n'est pas important, ce sont des marques qui indiquent 4 fois 91 marques, c'est-à-dire 364 marques qui correspondent au calendrier de Qumran. Alors, même si elles ne sont pas tout à fait régulières, celle-là, 5 degrés, c'est important, mais les autres, c'est une marque qui indique 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ainsi, 91 jours, 91 graduations, par 4, ça fait bien 364. Maintenant, vous avez des couronnes. Les couronnes, ce sont les pleins. Et vous voyez que là, il n'y a pas, pour le moment, je vous les montrerai tout à l'heure, vous avez vu celle-là, mais ici, vous avez des couronnes où il n'y a rien. Il n'y a rien. En apparence, il n'y a rien. Vous avez des sillons. Vous avez des sillons. Les sillons, ce sont ces creux. Alors, remarquez, je vous donnerai une explication tout à l'heure, ces sillons ne sont pas de la même largeur. Il y a des sillons étroits, des sillons larges. Ici, il y a un sillon très large. Très large. Il a un sens. Ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont fait plus large. Voilà maintenant ce qu'on peut voir, les graduations en saillie sur la couronne, ceux qui n'apparaissaient pas, les pères se rappellent quand on est allé au musée, ceux qui n'apparaissaient pas sur la maquette, ni sur la maquette, qui apparaissent sur les photos du père de Vaux, très nettement, ça c'est sûr, certaines sur la maquette de la maison, pas du tout sur la maquette du musée, mais tout à fait dans l'objet réel. Vous voyez ces lignes-là.
là, il y en a deux. Là, il y en a. Là, il y en a. Ce sont des saillies, des graduations en saillies. Les sont les petites griffures. Elles ont un sens, mais pas pour le moment. Et encore que ça apparaît mieux chez moi, ici c'est très net, ça doit faire un demi-millimètre quand même d'épaisseur. Bon, largeur et profondeur particulière du sillon, vous voyez que ce gros sillon au milieu, important, on verra, est plus large. Les graduations en saillie dont je viens de vous parler, eh bien ces graduations en saillie ne se trouvent que sur un quart du disque. Il n'y en a pas là, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. Elles sont toutes là. Là, je vous montre les deux formes encore, pour synthétiser, les deux formes de graduation. Vous avez ici des graduations en saillie. Voilà. Et vous avez des graduations en creux. Et vous avez la couronne des 364 jours. Quelques marques particulières sur le disque, sur lequel je vais m'arrêter. Alors, on a dit que c'était un phi, oui, ça ressemble à un phi, mais ce n'est pas un phi. C'est le point de départ des mesures. Voilà le sens. C'est que si je mettais 0, 0, 5, 10, 15, 20, etc. Voilà, je compte dans ce sens. Ici, alors que je viens de voir que sur les couronnes, je vous ai dit que ces couronnes-là ne portaient aucun signe. Vous voyez qu'elles ne portent aucun signe. Mais elles portent ici un trait. Un seul. C'est le plein sud, qui va permettre l'orientation du disque. Alors ici, donc, entre ici et ici, j'ai 90 degrés. Voilà, j'ai 90 degrés. Ensuite, il y a ça. Alors ceci, on le verra plus loin, c'est fait à la main. Ce n'est pas une cassure, c'est deux petits triangles, vous voyez, deux petits triangles, un grand triangle isocèle coupé par une barre. C'est ce qu'on appelle un analème, on verra. Bon, la signe en forme de phi, origine des mesures, je vous l'ai refait en plus gros pour que vous le voyez bien. Ici, voilà. On voit encore ici, là. L'entaille unique, donc ça on l'a vu, ça je l'expliquerai, je l'ai grossi, ici. En fait, je peux le dire tout de suite, ça ne nous fera pas perdre de temps. Ce petit triangle, moi je l'avais presque laissé tomber. J'ai simplement demandé au père Émile, est-ce que vous pensez qu'il est de main d'homme ou c'est une cassure? Il m'a dit, c'est sûr que c'est de main d'homme. À ce moment-là, j'ai tout de suite vu les proportions qu'il pouvait y avoir entre ceci, cette ligne, cette ligne, cette ligne. En fait, c'est un analème. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprendrait rien au cadran peut, avec ce petit triangle, il a toutes les mesures. Il a les angles, il a les proportions, et il a tout, et il peut reproduire l'objet. Le miracle serait qu'on en trouve un autre. Mais on n'en a pas trouvé d'autre. Il faut chercher. Bien. Alors, quelques petites particularités. Ici, j'ai marqué ce N, qui est ici. Bien, c'est la fin, disons, c'est l'extrémité de l'azimut où le soleil, le dernier endroit où le soleil apparaît. Si vous regardez le soleil en vous mettant sur la terrasse, vous voyez qu'il y a un endroit dans l'année qu'il ne dépassera pas. Et c'est ce point qui est indiqué. Des rayures, alors ça, vous voyez, j'ai repris, j'en ai fait un calcul, mais ça, je ne l'ai pas, je ne sais pas si j'ai publié. Donc, vous avez ces mesures en saillie, mais vous voyez ces petits traits, là, ces petites griffures. Ces petites griffures ont un sens et on voit ce qui se passe. Parce que je l'ai eu fait moi-même, ayant reproduit le cadran, en l'ayant refait en 3 dimensions, quand j'ai fait mes mesures, j'ai eu tendance, avec un crayon, à tirer des traits aux endroits où le soleil passait.
Ces petites griffures correspondent au travail de celui qui travaillait là-dessus et qui marquait des passages du soleil pour tel endroit de l'année. Là, ça c'était dès le début, nous l'avions vu, vous voyez le coup de compas ici. Là. Et enfin, vous avez, peut-être qu'on le voit moins bien, mais ici quand même, c'est bien droit. Et j'ai pensé, après, que ça pouvait servir à tenir le bec métallique qui va être le porte qui va créer l'ombre. Hypothèse retenue, le style triangulaire. Voilà. C'est ce que je vous ai montré au début, c'est pour ça que je vous ai expliqué. Il est toujours tendu vers la polaire. Voilà, ça serait comme ceci. Alors, il faudrait regarder dans les pièces de fer de Qumran si on ne trouverait pas un bec, peut-être qu'on peut trouver dans les catalogues. Voilà une image qui est faite donc par l'ordinateur. Exactement, voilà le tracé des ombres que je vous ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des hyperboles. Vous voyez, ce ne sont pas des lignes. Une ombre sur un cône va donner des hyperboles. Et c'est ces hyperboles qui marquent les heures. 1, 2, tac, tac, quand l'ombre est tangente à l'hyperbole. Oui. L'autre branche de l'hyperbole se trouvera donc ici, vous voyez. Donc c'est une quadrique. Alors je vous ai remis ça j'ai dit tiens, si jamais il ne s'en rappelle pas, voilà. Le cadran fonctionne comme ça. Voilà, on l'avait assez vu, on l'a assez vu. Alors là, je l'ai monté. Voilà. Voilà comment je le fais fonctionner. Vous voyez, ici, il y a la longueur. Alors, je l'arrête, regardez bien. Là, il passe à l'équinoxe. Mais il marque les heures en étant tangent. Ici, il est tangent. Et je vais vous le mettre au solstice. L'ombre est la plus courte. Vous voyez? Mais pareillement, ici, il va être tangent, et va marquer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je ne le repasse pas, c'est vu? Je vais le voir. Pour le fabriquer, c'est pas facile, parce que... Et en plus, il est un peu faux, parce que les lignes sont droites, là, hein, vous voyez, c'est droit. Mais en fait, ce sont des hyperboles qui vont être tangentes aux couronnes. Bon, on va passer. Voilà, alors là, je vous montre bien les 2 branches de l'hyperbole qui se calculent de l'équation. Donc voilà, il y a 2 branches dont une ne compte pas. Mais voilà la branche d'hyperbole qui va être tangente, par exemple, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, jusqu'à 5 heures. Et il sort. Ici, je vous explique par cette figure les sillons. Parce que les mesures essentielles du cadran vont se faire à 2 heures. La partie, je vous ai dit que toutes les graduations en plein étaient toujours sur ce cadran là-haut. Alors qu'est-ce qui se passe à 2 heures? Je l'ai vérifié puisque je l'ai refabriqué. À 2 heures moins le quart, l'ombre entre là-dedans et on ne la voit plus. Et à 2 heures, elle sort du sillon. Vous voyez, elle entre à 2 heures moins le quart dans le sillon et disparaît. Et à 2 heures, elle sort du sillon. Et là, elle vous indique qu'il est 2 heures. Et qu'étant 2 heures, vous allez pouvoir faire le correctif que je vous dirai. Je
ne vais pas trop me fatiguer là-dessus, parce que c'est chaque fois le passage le plus difficile, mais enfin, je vais quand même le resignaler, parce que c'est fondamental par rapport aux gradations en plein. Vous savez tous, mieux que moi peut-être, qu'entre l'heure qui est marquée sur votre montre et l'heure du soleil, ce n'est pas la même heure, à cause de l'inclinaison de l'écliptique, du soleil qui est sur une orbite éclipsée, et elliptique et inclinée. Il y a donc une anomalie qui peut aller de plus une demi-heure, plus 20 minutes, moins une demi-heure, plus 19 minutes. Par rapport au soleil. Donc le temps régulier de nos montres est un temps artificiel. C'est un temps mathématique. Le temps vrai, c'est le temps irrégulier du soleil qui se déplace irrégulièrement sur l'ellipse. Cela n'est pas une invention de la pensée moderne. Ptolémée, déjà, quand il traite de ces choses, traite de la correction de ce qu'on appelle l'équation du temps, que l'on trouvait déjà chez les Babyloniens, qui corrigeait le temps vrai en temps moyen. Donc on ramenait le temps à un temps régulier. Alors pourquoi le faisait-on? On va le voir, ça. Donc le temps moyen est égal au temps vrai plus l'équation du temps. Mon hypothèse a été, et le calcul m'a toujours donné raison, à moins qu'il y ait un diable, un mauvais génie, comme disait Descartes, dans ma tête, c'est que les fameuses graduations en plein, je les ai mesurées. Et je me suis dit, mais à quoi correspondent-elles? Elles ne semblaient pas obéir à une logique implacable comme celle qui était de 5 en 5 en 5 degrés. Il y en avait comme ça, une. En fait, quand on les rassemble, on peut les ramener à quelque chose que vous connaissez fort bien. Quand vous passez devant des églises et qu'il y a un cadran solaire planté sur le mur de l'église ou de la mairie, eh bien, vous voyez qu'il y a une grande aile de papillon, comme ça, souvent. Et là, pourquoi? Parce qu'on vous dit que le soleil indique qu'il est midi, mais que, eh bien, il faut rajouter un quart d'heure. Parce que l'aile, ou il faut enlever un quart d'heure, ou il faut rajouter 5 minutes, ou il faut ajouter 10 minutes. Ceci, c'est pour amener le temps moyen, le temps vrai du soleil, à un temps régulier. Ça, c'est l'inclinaison, hein, c'est ce qui cause l'équation du temps. Le soleil se déplace sur une orbite elliptique d'un foyer faible, mais qui est elliptique et incliné. L'équation du temps, c'est bien ceci. Il y a 4 anomalies que les Babyloniens connaissaient et que Ptolémée décrit fort bien dans le livre 3 de l'Almageste, quand il parle du mouvement du soleil. Il y a donc, pourquoi il y a 2 anomalies, une pointe et 4? Parce qu'il y a une anomalie qui correspond, les deux grandes, qui correspondent à l'inclinaison de l'écliptique, et les 2 petites correspondent à l'inclinaison de l'écliptique, et l'autre, ça ne me vient pas maintenant. Le soleil est incliné sur l'écliptique, et puis sa vitesse, ça me viendra. Alors vous voyez, il est 12 heures au cadran, ce qui fait 16h48 à la montre. Il est 12 heures au cadran, et l'heure de la montre en temps moyen est de 1h09. 0h09. Alors, d'autres indications, je passe là-dessus, l'orientation du disque. Alors là, il faut quand même retenir, en effet, revoir ça, que tout est ici. Hein. Donc c'est là que ça va se passer. Vous avez ici le 0, vous avez ici les gradations, en 5 en 5, vous avez ici les jours de Qumran. Là, les heures, quand les ombres vont passer ici,
les heures vont s'indiquer. Quand il va être 2 heures. Avec l'ombre va indiquer, d'une part va indiquer l'heure, mais l'autre ombre, l'ombre du va indiquer ici une graduation en plein. Et c'est là que je vais faire la correction. C'est-à-dire qu'il va être midi au soleil, pile, mais il sera en temps régulier midi moins 5. Je résumais ici ce que donne le soleil, le cadran. Il donne l'azimut du soleil et les hauteurs du soleil. Ombre du style droit et les couronnes en graduation en creux. Il donne les solstices et les équinoxes. Ici, peut-être je ne l'ai pas marqué. Vous avez ici des marques, on les reverra, des marques qui marquent une croix qu'on n'en voit pas ici, mais qu'on verra sur un autre, qui marque le solstice. Vous avez l'équinoxe, les heures du jour, bien sûr, et la différence du temps solaire vrai et du temps moyen. Là, j'ai bien marqué le jour, selon le calendrier de Qumran. Voilà, je vous parlais de ces signes. Eh bien, voilà les signes. Vous voyez ça ici. 11e graduation du disque, correspond à l'équinoxe de printemps. L'intérêt, c'est que comme il va y avoir un décalage, on peut toujours refaire le décalage, recentrer le cadran sur l'équinoxe et sur le mouvement solaire, puisqu'il y aura le décalage des 364 jours. Bon, je vous laisse, ça c'est la représentation générale du cadran, avec toutes les possibilités, tout ce qu'il fait, les couronnes, les graduations, les creux, et ici les fameuses graduations en plein, même celles qui manquent, je les ai recréées, et qui permettent de corriger le temps vrai en temps moyen, dans ce cadran-là. La marque de Nalamnem, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui permet de reproduire l'objet. Ici. Tout ça est proportionnel. Ces angles, par exemple, la profondeur de 13 degrés 5, dont je vous disais, elle est indiquée dans le triangle. Voilà, qui est un descriptif des proportions du disque et qui en permettent la duplication. Dans cette hypothèse, l'entaille et son triangle n'ont aucun lien avec le fonctionnement du disque, si ce n'est d'en fournir les caractéristiques mathématiques. Voilà, alors je vous laisse, je vais vous montrer comment ce petit triangle que vous voyez en noir, la petite cassure, ici, finalement contient tout le triangle. On peut le reconstituer. Parce que j'ai vu qu'il suffit que je change la latitude et je peux en fabriquer un autre, à une autre latitude. Bon, on arrive au clepsydre. Donc, le temps moyen et le temps vrai nous introduit au clepsydre ou au sablier. Un cadran solaire mesure le soleil, donne l'heure du soleil. Il est 4 heures au soleil. Mais une clepsydre, c'est-à-dire, c'est à eau. Je prends une bouteille, je fais un trou et l'eau s'écoule. Ceci conserve le temps. C'est-à-dire, je peux dire, voilà, il est 4 heures. J'ai demandé à la clepsydre, laissons parce que c'est le problème, disons que la clepsydre soit régulière. Eh bien, je dis, lançons la clepsydre. Eh bien, au bout d'une heure, le temps, alors la clepsydre aura conservé une heure. Le sablier aura conservé une heure. La clepsydre ou le sablier ne mesure pas le temps. Le soleil et l'ombre du soleil va donner le temps solaire. La clepsydre, elle, ou le sablier, va conserver le temps. Donc là, je suis moins habile, donc c'est là que on trouve ces 4 jarres à bec, à tube d'écoulement qui ont été trouvées. Alors, je les ai décrites dans mon article.
il y en a deux, une que trouve le père de Vaux, il y en a deux autres qui sont dessous, et puis il y en a une autre qui est dans une grotte. Mais en fait, si nous gardons, pour ne pas compliquer l'hypothèse, celle du père de Vaux, quand même, je vous montre tout de suite la particularité. Je l'ai vue, elle est au musée Rockefeller, je ne sais pas pourquoi on lui a mis la tête en l'air. Ils ne doivent pas savoir ce que c'est parce qu'ils lui ont mis le bec en l'air. Ça. Vous voyez quand même des particularités, c'est que le col est très court, et là, le bec permet un écoulement. Un écoulement de quoi? Alors, bien sûr, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut. Hein. Mais ce qui paraît fort intéressant, c'est que ces objets ont été trouvés à côté du cadran. Donc, il peut y avoir, hypothèse, un lien entre le disque et la clepsydre. Quel lien? Les clepsydres ou sabliers. Alors là, il faut tout de suite aussi expliquer ça. Une clepsydre fonctionne à l'eau. Je vous ai mis la formule de Torricelli. La formule de Torricelli va faire que la clepsydre, dans la clepsydre, disons très vite, c'est la hauteur de l'eau va intervenir. Ce qui fait que plus la hauteur va diminuer, à moins de trouver des formes, on a cherché depuis le temps des clepsydres régulières, l'eau diminuant, l'eau va s'écouler de plus en plus vite. Vous allez avoir une irrégularité avec l'eau. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas, l'eau s'écoulera de plus en plus rapidement et vous ne pourrez pas dire que ça fait 4 heures ou autre. Le sable fonctionne selon une autre règle physique, la loi de Beverley, et les lois de Beverley, on les a calculées non pas pour s'amuser à faire des sabliers, les gens ont autre chose à faire, mais c'est très complexe et il y a des ingénieurs pour ça, c'est pour calculer le fonctionnement des greniers à grains. Car si vous les calculez mal, eh bien ils éclatent. Car les pressions ne sont pas pareilles et les pressions avec de l'eau ne se répandent pas de la même manière qu'avec des substances dites granuleuses. Donc, alors la substance granuleuse va faire la particularité, c'est que dans cette équation, laissez tomber tout le reste, mais ici, dans la loi de Torricelli, je vois le H. Et le H, c'est la hauteur de l'eau. Et ici, il n'y a pas d'H, il y a R. Et R, c'est le rayon du trou. Donc, plus je vais jouer sur le trou, c'est tout. Je vais avoir plus vite ou moins vite, selon que j'obstrue le trou du sablier. Alors, on en a fait des expériences là-dessus. Je me suis amusé à en faire, c'est assez intéressant, avec des bouteilles, des perles. Alors vous voyez, hein, ici il y a H, c'est retenez ça pour Torricelli, donc la hauteur de l'eau, et il n'y a pas d'H ici. Là, G c'est la constante de la gravitation, hein, et R le rayon. Et puis il y a quelque chose que j'ai mis qu'on met aussi pour ceux qui étudient il y a des ingénieurs qui ont étudié des livres énormes sur les substances granuleuses. Les sables, comment ils se déplacent, comment ils sont dans l'eau, comment... Enfin, c'est tout un travail, ça. Alors, résultat conclu à partir des 3 clepsydres, mais je donne qu'une, hein, C, c'est la constante de compacité. Elle varie de 0,5 à 0,65 pour le sable. On intervient, il y a une constante dans la formule sur la granulation. Donc, il faut voir à peu près pour le sable de Qumran. J'ai fait quelques recherches sur des bouquins. Bon, ça, vous avez la masse volumique pour le sable, qui est de 1400 à 1600 kg pour le mètre cube. Et on a pris 1565 kg mètre cube. Vous avez la constante de la gravitation, hein, toujours dans les calculs, 9,80. Et vous avez le rayon. Voilà, la loi de Beverley permet de calculer le débit en kilos par seconde d'une clepsydre à sable grâce à la formule qui est dessous. Hein, et donc, par le trou, excessivement, je vais pouvoir calculer. On calcule le volume, alors il fallait trouver, je vais vous montrer comment j'ai fait le calcul, il fallait trouver le volume de cette clepsydre. Avant, je crois qu'ils mettaient les objets dans du sable et qu'ils les remplissaient d'eau.
Non, alors, je vais vous montrer, ça tourne, ça, je pense, hein, je l'ai fait tourner. Voilà, vous voyez, je génère là le volume. Voilà, ça c'est celle du père de Vaux. Alors, je la génère, c'est-à-dire, c'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est un logiciel, je marque le dessin du sablier, je trouve une courbe moyenne, qui c'est ici. Voilà, avec ce qu'il faut, une adaptation de points. Et c'est une intégrale, je fais tourner ceci, et ça va engendrer le volume. Et je vais avoir le volume de la clepsydre, du sablier. Alors, quand il tourne comme ça, en même temps, il génère, dans la partie chiffrée, il génère le volume. Et on sait que ça fait tant de centimètres cubes. On continue. Alors, on arrive à la fin, je suis bien resté dans le volume. Donc, vous voyez, on calcule le volume de la jarre. J'avais plus grand-chose, il n'y avait que trois images qui suivaient. À partir de cela, quand j'ai le volume et le trou de la jarre, je peux calculer, je dois peut-être la voir ici, je ne sais pas, je peux calculer le débit de cette clepsydre. Alors pour celle-ci, ça je me rappelle du chiffre, c'est quand même, quand j'ai trouvé le chiffre si rond, elle met 1 heure pour se vider. Alors vous me direz, j'avais préparé ça mais ça ne marche pas, c'est tant pis, vous me direz à quoi peuvent servir ces choses-là? Eh bien pas comme on pourrait le penser à mesure du Soleil. Le disque est petit, vous voyez. Pour des grands calculs astronomiques, comme l'observatoire qu'on voit de Pierre à Tabriz, ou celui de Samarcande, dès qu'il s'agit du Soleil, on fait des grands observatoires, pour que par la loi des grands nombres, les erreurs s'annulent. Mais ce cadran fait 15 cm de diamètre, il est petit. Les sabliers, il y en aurait 4, un servant, alors là je ne l'ai pas mis, il y en a un dont on a retrouvé le bouchon. Donc on peut fermer. Si vous fermez le sablier, le débit va s'arrêter. Mais à quoi ça sert? Alors vous avez, d'ailleurs, vous avez ça à la bibliothèque, en bas, les calculs qui ont été faits par Negebauer sur ces choses-là, que je vous ai trouvés dans tout l'Orient, qui est sur le calcul du mouvement de la Lune. Qu'est-ce qu'il calculait? Il calculait 4 mesures. J'avais fait un schéma, mais puisqu'on ne l'a pas, on peut l'expliquer quand même. Imaginez, la Lune, le Soleil se couche à l'horizon. Le cadran ne peut plus vous donner l'heure. La Lune le suit de 20 minutes. Vous aviez le même problème pour l'étoile Sirius. Vous avez le même problème qui va être cherché par les Arabes pour trouver le Ramadan. La Lune suit. Au moment où le Soleil passe l'horizon, je lance la clepsydre. On a des textes d'Al-Biruni, très nets, disant comment il faut faire, et il dit d'ailleurs de prendre le sable, parce que ça s'encrasse moins et c'est plus compliqué. Le Soleil, la Lune continue sa descente vers l'horizon. Et je dis, la Lune s'est couchée 20 minutes à passer l'horizon, 20 minutes après le Soleil. Vous avez l'autre image. Vous avez le Soleil, la Lune va se lever. Il n'y a pas de Soleil. Vous la laissez se lever, vous lancez la clepsydre. Et quand le Soleil apparaît, vous avez qu'il est passé par exemple 10 minutes. C'est avec ces calculs, 4 formes de calcul de cet ordre, que les Babyloniens, que ici à Qumran, je pense, parce qu'on trouve ça dans le livre d'Enoch, et on le trouve abondamment, Bendorf l'a longuement, a fait nombreux calculs sur la Lune, la pleine Lune et la nouvelle Lune, tout ça servait en définitive à pouvoir à la fin trouver la nouvelle Lune.
Donc, avec ces calculs, donc rappelez-vous ça, la Lune, pourquoi on va avoir besoin, vous le trouvez dans tous les calculs de l'astronomie arabe. Quand le soleil se couche et qu'ils veulent savoir combien de temps il reste pour la Lune, ils se disent de lancer la clepsydre. Et elle suit de 20 minutes. À cela, il y a une difficulté, je l'évoque à peine parce que j'ai eu à le faire pour, qui c'est qui m'a demandé ça, Biquet, pour son histoire de Cyrus. C'est qu'il faut penser qu'il y a une difficulté ici. Quand le soleil va se coucher, va descendre, la Lune suit. Mais la luminosité du soleil peut empêcher la visibilité de la Lune. C'est toute la question de la fixation du Ramadan. Et c'était pareil pour la planète Cyrus. Donc, mais vous voyez, c'est ce décalage entre le coucher du soleil et le lever, et le coucher de la Lune, le lever de la Lune, le lever du soleil. Et cela, alors, je finis ma conférence en disant, les trois peuvent fonctionner. Le cadran, qui est un petit cadran, et pas certainement pour mesurer sur le soleil, mais pour mesurer la Lune, les mouvements de la Lune. Pourquoi y a-t-il une correction de temps moyen et de temps vrai? Pourquoi y aurait-il? À quoi ça servirait? Pourquoi cette précision? Ptolémée le dit dans le chapitre 3 de l'Almageste, il dit « Pour le soleil, c'est inutile, mais vu la célérité, dit-il, de la vitesse de la Lune, alors à ce moment-là, en un temps moyen et un temps vrai, il faut une mesure exacte. » Donc je pense que le cadran, les jarres à bec d'écoulement, que j'ai appelé des sabliers, et les schmerottes permettent de faire des calculs sur la position de la nouvelle Lune. Voilà ce que je voulais vous dire. Si ça avait marché, vous auriez eu, mais il restait trois trucs. C'est fini. Voilà.